Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série sur les deuils complexes et les deuils traumatiques. Alors, un petit rappel avant d'aller plus loin, le processus de deuil est tout à fait adapté à la suite de la perte, notamment d'une personne avec laquelle nous avons développé et renforcé un lien d'attachement. Les émotions fortes et parfois très intenses et surprenantes qui l'accompagnent le sont aussi, et sa durée peut être bien plus longue que ce que nous imaginons, que ce que nous entendons. Ceci étant posé, il arrive que ce processus s'enraye et se grippe et voyage même ou cohabite avec des événements potentiellement traumatogènes qui pourraient déboucher sur un deuil traumatique. Et c'est ce que nous explorons dans cette série. Alors, dans le premier épisode, avec le docteur Hélène Romano, on est allé clarifier un petit peu tous ces termes qui peuvent être un peu confusant. Dans le deuxième épisode, on est allé explorer la thérapie EMDR qui s'est montrée efficace pour l'accompagnement des personnes traumatisées. Et aujourd'hui, nous allons aller explorer avec Raphaël Gazon une approche thérapeutique assez innovante et dont on a très peu entendu parler encore, qui s'appelle la thérapie sensorimotrice. Bonjour Raphaël Gazon. Bonjour Patricia. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous présenter parce que les personnes qui nous écoutent vous découvrent un petit peu. Alors, vous êtes psychothérapeute, c'est Oui, ça, psychologue hein? clinicien et Psycho- psychothérapeute. Et psychothérapeute, vous êtes également enseignant et vous êtes directeur du centre thérapeutique PEPS qui se trouve à Liège, en Belgique, où vous allez accompagner des personnes qui présentent des troubles liés à des traumatismes ou des troubles de la personnalité. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt votre approche de la thérapie sensorimotrice que vous enseignez aussi aux psychologues et psychothérapeutes qui se rapprochent de vous. Et je crois que vous êtes le seul en Europe aujourd'hui à transmettre cette approche-là. Est-ce que c'est le cas Dans les pays francophones, dans mais les pas le pays, seul en oui, dans les Europe, pays j'ai d'autres francophones? collègues dans d'autres pays. Oui, Oui. excusez. OK. Alors pour commencer, est-ce que on pourrait peut-être commencer par aller explorer les origines un petit peu de cette thérapie et dans un deuxième temps, bah, comment vous l'avez rencontrée et qu'est-ce qui a fait que vous accrochiez comme ça avec cette approche-là? Hmm. Oui, la thérapie sensorimotrice, elle s'est basée au départ sur une autre thérapie qui s'appelle la thérapie Hakomi. Ça s'appelle Hakomi. Et ça a été développé par Ron Kurtz et Pat Ogden, qui est la fondatrice de l'Institut de thérapie sensorimotrice. Donc, à la base, Hakomi, c'était une méthode qui proposait aux personnes de rester en présence avec ce qui est douloureux à l'intérieur, avec ce qui est pas résolu, avec ce qui est compliqué. Et cette présence, on pourrait rapprocher ce type de présence d'une présence en pleine conscience. Donc, le thérapeute aidait le patient à rester tout simplement en pleine conscience de ce qui était compliqué. Et si on le fait suffisamment longtemps, en général, les choses se transforment. C'est assez proche d'une autre méthode qui s'appelle le focusing, qui a été développée par Gentling quelques décennies plus tôt. Ça marche très bien, c'est très efficace pour toute une série de problématiques, mais il s'était rendu compte à l'époque que quand on demande à des personnes sévèrement traumatisées ou avec des troubles d'attachement assez compliqués de rester avec leur vécu, c'était vraiment difficile. C'est-à-dire que ces vécus sont tellement violents, tellement compliqués, tellement submergents qu'on ne peut pas juste demander aux personnes de rester avec, même avec l'aide du thérapeute. L'idée, c'était que pour ces personnes, il fallait être plus actif et les aider donc activement à, je dirais, à gérer un peu l'intensité qu'il y a derrière pour que ça puisse se transformer. Et donc dans les années 90, Pat Ogden a développé donc l'aspect sensorimoteur de la thérapie Hakomi en proposant des techniques orientées sur le corps, à la fois pour réguler les états traumatiques, mais aussi pour les transformer. Et donc, elle a créé une branche qui s'appelait à la base Hakomi Bodyworks, qui est devenue la psychothérapie sensorimotrice par la suite. Donc ça, c'était vraiment les origines. Pat Ogden aussi est une role-feu, c'est-à-dire qu'elle travaillait sur les postures avec ses patients. Et puis, à partir des premières descriptions de la méthode et des propositions, elle a également inclus dans les années 2000 toute une série de théories récentes du trauma, la théorie de la dissociation structurelle, les théories de l'attachement et les derniers développements des neurosciences
concernant le trauma pour affiner progressivement la méthode, la structurer et l'orienter vers ce qui fonctionne le mieux. Ok. Donc, si je comprends bien, au-delà du rester avec le douloureux, Oui, il y a, avec la thérapie sensorimotrice, une mise en mouvement du corps. oui, une mise en mouvement du corps, ça peut être un gros aspect de la thérapie sensorimotrice. Et si on considère la mise en mouvement, il y en a deux types. On peut se mettre en mouvement pour se distraire un peu de la douleur, pour la modifier et la rendre moins importante. Ou on peut se mettre en mouvement à partir de la douleur. Et ça, c'est une manière de la transformer. Je dirais que c'est les deux voies qu'on peut prendre avec quelqu'un qui est traumatisé. Ok. Et donc, concrètement, comment se déroule une séance, justement? Une séance orientée trauma? Ouais. Ouais. Bah, par Et par exemple, une exemple, personne qui aurait vécu un deuil traumatique, tout simplement. voilà, si quelqu'un vient C'est le avec, sujet. parce que c'est le sujet du jour effectivement, quelqu'un vient avec un deuil traumatique, c'est le cas d'une patiente avec laquelle j'ai travaillé il y a quelque temps. Euh, Déjà, on va voir, tiens, est-ce que il y a juste la douleur de la perte ou il y a d'autres types de douleurs? Et il peut y avoir par exemple des choses que la personne aurait bien voulu faire. Hmm. Ouais. C'est souvent le cas. Il y a des choses qu'on n'a pas dites, il y a La culpabilité. Hmm. des au revoir qu'on n'a pas pu donner, il y a des choses qu'on n'a pas pu recevoir. Il y a toute une série en fait je dirais, de problématiques non résolues et tronquées autour d'un deuil en général et surtout si ce deuil est compliqué. Donc il y a cet aspect-là et puis il y a l'autre aspect, c'est la douleur pure et simple du manque, du fait que la personne n'est plus là et de tout ce que ça peut réveiller derrière. Et donc je dirais que lorsqu'on travaille avec les choses qui n'ont pas pu se faire, on va, je dirais, faire venir en séance les moments, les moments précédant le décès ou les contextes précédant le décès où ben, ces choses auraient pu se faire mais ne se sont pas faites. Ouais. On va pouvoir les visualiser, se remettre un peu dedans. S'il n'y a pas spécialement de moment ainsi, on peut se représenter la personne, imaginer qu'elle est là. Ouais, tout simplement, ou se remettre dans une situation où elle était là. Et l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur du corps ce qui se raconte. Et quand je parle de ce qui se raconte, c'est ce qui a envie de se faire. Maintenant, ce qui a envie de se faire n'est pas spécialement simple. C'est pas parce que j'ai envie de prendre mon père dans les bras que je le prends. Parce qu'il y a toute une série de trucs qu'on a vécu ensemble, des choses qu'on s'interdit, des choses qui sont restées bloquées. Et donc ça peut prendre un peu de temps. Donc on va, si on regarde ce qui se passe dans le corps, on va trouver à la fois des choses qui ont envie de se faire et on va trouver des blocages, des choses qui empêchent. Ouais. Et ces blocages, ces choses qui empêchent, ça va être l'objet de certaines séances. Par exemple, ok, tiens, on dirait qu'il y a ton corps qui a envie de faire ceci ou de faire cela quand tu évoques ton papa, que tu le sens là à côté de toi. Et en même temps, il y a quelque chose qui semble bloqué. Hein, où est-ce que tu sens déjà ce blocage? Où est-ce qu'il se situe? Comment est-ce qu'il se manifeste à l'intérieur? Et tiens, quand on reste avec ce blocage, est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est familier? Et s'il est familier, ben tiens, est-ce qu'il y a d'autres souvenirs qui viennent? Donc peut-être bien qu'il va falloir aller un peu plus en profondeur vers des souvenirs plus anciens, des choses qu'on n'a pas résolues avec la personne. Et dans ces choses plus anciennes, il peut y avoir des éléments traumatiques. Peut-être que ce papa avait des crises de colère qui faisaient peur. Peut-être qu'il y a toute une série de choses que j'ai pas digérées. Il peut y avoir des blessures développementales aussi, je dirais des habitudes de vivre ensemble où on s'interdit des choses. Hein, où j'ai eu besoin de lui mais il n'était pas là. Il y a eu des déceptions, il y a eu je dirais, des douleurs dans le rapport avec lui qui m'ont amené à développer des stratégies pour ne pas avoir mal. Hein, mais en même temps, ces stratégies me coupent de choses qui sont importantes à l'intérieur de moi. Et donc tout ce travail justement d'aller investiguer ce qui se manifeste lorsqu'on évoque la personne décédée peut déjà donner accès à une série d'événements, de thèmes, de situations anciennes, de souvenirs, où on pourra aller débloquer sur des choses plus anciennes. Et quand je dis débloquer, c'est à la fois d'un point de vue traumatique, ça veut dire qu'il y a peut-être des événements traumatiques avec la personne concernée qu'on débloquera à partir du corps, ou alors des histoires relationnelles, des choses que j'ai développées, des douleurs qui sont cachées, qu'on va les faire émerger et offrir à la personne des expériences qui lui ont manqué et qui vont permettre d'aller au-delà.
Tout ça pour revenir auprès de la personne décédée, revenir, je dirais, ressentir sa présence à nouveau et je dirais aller un peu plus loin dans ce qui a envie de se réaliser, de se compléter. Ouais, donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire en amont. Enfin, en amont, ça veut dire quand on connecte ce qui s'est passé avant. Alors moi, j'ai entendu plusieurs choses. La première chose que j'ai entendue, c'est on dirait que ton corps a envie de ceci ou de cela. Donc j'imagine que ça demande aux psychologues, psychothérapeutes qui accompagnent en sensorimotrice d'avoir une attention particulière à la manière dont le corps va bouger ou pas d'ailleurs, en fonction de ce que la personne va mettre en mots ou pas encore. Oui. Ça, c'est tout un aspect de la formation et de la méthode. C'est qu'on va, quand on parle à la personne, en tant que thérapeute, on va regarder ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'implicite. Ça veut dire tout ce qui est non-verbal. Donc il y a des moments où le corps peut-être va reculer un peu, il y a des moments où il va s'avancer, il y a des moments où il va se tordre. On va voir à travers des micro-mouvements, peut-être des débuts de j'ai envie de m'éloigner, des débuts de j'ai envie de tendre la main, des débuts de j'ai envie de me protéger, des débuts de toute une série de choses qui se manifestent sans même que la personne s'en rende compte. Et notre but, c'est de le voir et de le nommer. Mais tiens, regarde, quand tu parles de ton papa, là, il y a de la tristesse, il y a une série de choses qui se manifestent, mais il y a aussi, on dirait, comme des micro-impulsions dans ton corps, des choses qui semblent vouloir aller dans cette direction-là. On veut d'abord attirer la curiosité, la personne va dire, ah, je m'en étais pas rendu compte. Et ces débuts de quelque chose peuvent être, je dirais, cadrés. Ça veut dire qu'on va se mettre d'accord avec la personne. Tiens, est-ce que tu serais d'accord qu'on reste un peu avec ce début d'impulsion qui semble vouloir se faire, qu'on passe du temps avec et qu'on regarde ce que ton corps a envie de nous dire, envie de nous montrer, envie de faire. Ouais. Est-ce que tu es OK? Si la personne dit oui, je suis OK, ça m'intéresse. Alors on va développer, enfin je dirais prendre ça comme voie d'accès, comme porte d'entrée à quelque chose qui aurait peut-être envie de se développer derrière. Mais du coup, est-ce que vous allez utiliser aussi ce mouvement du corps, cette impulsion de retrait ou de repli, enfin peu importe, pour l'aider peut-être à agir, à poser un acte qu'elle n'aurait pas pu poser à un autre moment? Oui, Par le but exemple, c'est oui, le but c'est que si on a un début de quelque chose qui a envie de se faire, ce sera de le développer et d'aller jusqu'au bout. Peut-être que, allez, si je prends la personne à laquelle je pensais tout à l'heure, elle n'a pas eu le temps de dire au revoir à son papa, c'était le Covid, il est décédé rapidement. Par contre, elle a entendu l'ambulance passer et elle s'est dit, c'est peut-être bien lui. Et en fait, effectivement, c'était lui. Et donc, il y avait des impulsions dans les bras autour de, de le prendre dans les bras, justement, de lui dire au revoir, de l'embrasser. Et donc, on a remarqué ça quand elle a commencé à en parler. Et en séance, l'idée, ça a été de suivre ce qui se faisait dans les bras, progressivement, et aller jusqu'au bout de ce qui a envie de se faire. Et donc, c'était effectivement bien le prendre dans les bras, le serrer, le garder contre soi, passer un petit temps avec lui, lui dire au revoir, lui permettre de partir et de le lâcher. Enfin, il y a toute une séquence de mouvements qui ont été réalisés, par exemple, ici. et le fait, en fait, quelque part, de rejouer ce moment de vie autrement, en posant les actes ou les mots qu'on aurait aimé poser. Est-ce que du coup, vous sentez que par après, il y a un apaisement, qu'il y a oui, vraiment un apaisement chez la personne qui va au bout de ce qu'elle aurait aimé faire? Ouais, c'est ça l'idée. Maintenant, on va pas spécialement rejouer, parce que jouer, ça implique qu'on joue un rôle. Oui. Euh, c'est revivre. Mm. En fait, l'idée, c'est ça toute la finesse de la méthode, c'est qu'on va remettre la personne dans l'état dans lequel elle était lors du moment critique, lors du moment difficile. On va la remettre dans l'état de ce qu'elle vit quand elle est face à son parent, à la personne décédée. Et à partir de cet état, on va prendre le temps, avec l'aide du thérapeute qui soutient et qui oriente, prendre le temps d'étudier ce qui a envie de se faire, de le sentir de l'intérieur. Parfois on commence, on ne sait pas spécialement où ça nous mène, mais on va se laisser surprendre par le langage de ce qui est non-verbal. Et lorsque
Je dirais ce qui a envie de se faire peut se terminer. On a un sens corporel et émotionnel de c'est terminé qui peut s'installer à l'intérieur. Et je dirais que c'est là qu'on veut plus ou moins arriver. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas spécialement la souffrance du manque. C'est pas parce que j'ai réussi à prendre mon père dans les bras et je l'ai réussi à le lâcher qu'il ne me manque pas au quotidien. Ça c'est encore autre chose. Ouais, mais je dirais par rapport à ce qui n'a pas pu se faire, c'est là qu'on va aller. J'avais une question qui vient de m'échapper, mais c'est pas grave. Donc j'imagine que ça, c'est ce que vous faites quand vous remontez avec tous les blocages, c'est ce que vous faites à chaque fois pour chacun des blocages qui a pu s'installer au niveau relationnel avec la personne décédée. Oui, parfois c'est tout simplement autour du décès. Les choses sont passées trop vite, on n'a pas vu arriver, c'est un décès violent, on n'était pas prêt, c'est arrivé trop tôt. Et puis parfois c'est autour de la relation avec la personne défunte. Il y a plein de choses qu'on n'a pas résolues éventuellement. Ouais. Ouais. Et en fait, on sait aussi que pour le cerveau, quelque part, à partir du moment où on se remet dans la situation et où on revit les choses en y invitant toutes les émotions qui sont reliées à cette situation-là, pour lui, c'est la même chose en fait. C'est Oui, mais c'est tout l'art, c'est de le remettre en l'état. ouais, c'est ça. Si les gens évoquent ça en étant déconnectés, ça ne fonctionne pas bien. Ouais. Et on doit vraiment, je dirais, aller retrouver, réactiver la personne qu'ils étaient au moment du décès. Ou alors au moment des situations critiques avant le décès. Retrouver le petit garçon, la petite fille dans différents contextes. Et la réactiver à travers le corps, les émotions, et pouvoir alors offrir des expériences manquantes ou permettre des, je dirais, des actions qui n'ont pas pu se faire. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un peu comme si on changeait la structure même du schéma traumatique qui s'est construit à cette époque, en lui donnant des nouvelles informations, pas des informations cognitives. Tout le monde sait bien que le défunt est parti et qu'on ne reviendra pas en arrière, ou tout le monde sait bien qu'on aurait bien voulu faire ceci ou cela. Mais émotionnellement, c'est jamais vraiment terminé. Mm, tout à fait. Ouais. Ok. Et dans ces moments où quelque part vous réactivez quelque chose, j'imagine que parfois il peut y avoir un risque que cette réactivation génère des émotions extrêmement fortes et que ça demande à être stabilisé avant de pouvoir aller plus loin. Donc j'avais cru comprendre qu'avant de pouvoir aller dans ces étapes-là, celles que l'on vient de décrire Oui, et d'expliquer, il y a toute une phase pendant laquelle on va stabiliser la personne ou en tout cas lui apprendre à se stabiliser même elle-même à travers des pratiques comme des pratiques respiratoires, des pratiques de visualisation, oui. des pratiques d'ancrage corporel, etc. Ça c'est l'autre voie. C'est la voie de la personne n'est pas encore capable de se mettre en l'état. Mm. Et on comprend, hein. On peut précéder en fait. Il y a plein de gens qui sont pas capables de se mettre en l'état. Et donc, quelque part, on doit effectivement apprendre à être capable de rester avec le corps, de rester avec certaines émotions sans se déconnecter ou sans Mm. partir en panique ou sans Ça. se fragmenter à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage Mm. des ressources de régulation émotionnelle. Et en thérapie sensorimotrice, on va entre autres utiliser des ressources somatiques. Donc des ressources de respiration, des ressources d'ancrage, des ressources de contenance, Mm. des ressources de mouvement pour aider à tolérer, je dirais, ce qui n'est pas tolérable. Ça va, et quand la personne est plus capable de tolérer son monde intérieur et qu'elle est intéressée à aller plus loin, on lui proposera alors de se connecter aux choses difficiles. Et j'imagine qu'en fonction des personnes que vous recevez, enfin, le nombre de séances peut vraiment énormément varier parce que chacun a Oui, son oui, rythme en oui. fait pour ouais, Ouais. pouvoir plonger au cœur de ce qui a été souffrant en fait. Mm. Mais je dirais parfois un deuil, ça peut prendre 2 séances, mais parfois ça peut prendre 2 ans. C'est ça, ouais. Mm. Si la relation avec la personne décédée a vraiment été compliquée tout au long de la vie, ça va pas prendre 2 séances. C'est pas juste une question de deuil, c'est une question de plein de choses qu'on a manqué. Il y a de la haine, il y a de la honte, il y a du désespoir, il y a de l'autocritique, il y a une personnalité qui fonctionne en morceaux. Il y a plein de choses en fait à réparer derrière un deuil.
Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit, mais en fait, on va rappeler la petite fille, on va rappeler le petit garçon, justement, qui a pu être blessé à un moment ou à un autre. Ouais. Du coup, ce que j'entends derrière ça, c'est que quelque part, c'est l'adulte stabilisé d'aujourd'hui qui, à un moment, va pouvoir aussi accueillir peut-être et lui-même réconforter cet enfant qui... Oui, c'est une des options. Quand cet adulte-là existe, parce qu'il n'existe pas toujours. Parfois, il y a des gens qui, même à 25, 30 ans, n'ont pas encore pu développer un adulte stable, capable de, je dirais, tolérer le monde intérieur. Mais je dirais, si les gens ont un moi adulte, plus ou moins structuré et capable de donner des choses manquantes au moins enfant, on peut passer par là. Ouais. Euh, Quand ça n'est pas possible, que ça n'est pas là, on fera passer ça par d'autres personnes qu'on peut représenter en séance, par des objets par exemple, ou ça peut passer par le thérapeute, à l'intérieur d'exercices bien calibrés. Alors ça, je ne savais pas du tout. Donc, par éventuellement des figurines qui pourraient représenter le père, la mère ou autre, c'est ça? C'est marrant, Oui, ça me fait penser aux ouais. constellations familiales, du coup. Oui, tout à fait, ça peut, ce sont toutes des méthodes qui impliquent les différents états du moi et qui font communiquer des états internes, mais aussi Oui, tout des à états fait. externes, des personnes externes pour créer de la régulation au bon endroit. Euh, mais parfois, c'est le thérapeute qui va jouer ce rôle-là, hein. On va dire qu'il va devenir peut-être pour la première fois chez cette personne qui vient consulter un adulte sain qui est capable de sensibilité, de régulation et de voir la personne comme elle est plus ou moins. Et puis, je dirais, la personne va devoir introjecter, prendre un peu à l'intérieur le thérapeute en tant que figure bonne pour pouvoir Mm. l'appliquer à lui-même. Ça prend un peu plus de temps. C'est comme s'il fallait donner pour la première fois dans la vie un parent plus ou moins bon. Et quand c'est la première fois, ça prend du temps à prendre à l'intérieur. Mais les gens, ça se passe, hein, à un moment donné, quand les gens sont dérégulés, ils se disent, bah, tiens, qu'est-ce que Raphaël me dirait ici et maintenant? Ouais, ça commence par là, et puis ils se l'approprient, et puis ça devient, je dirais, un endroit de régulation à l'intérieur qu'ils peuvent s'approprier. En fait, ce que j'entends aussi à travers tout ce que vous partagez, c'est que c'est une méthode qui me paraît être très à l'écoute du rythme, du fonctionnement de l'autre, à Oui, proposer et vraiment à chaque fois, à chaque pas, à chaque petit pas, s'adapter en fonction de là où en est l'autre vraiment. oui, c'est vraiment la marque de fabrique de cette méthode. Elle a des principes fondamentaux. Ce sont des principes humanistes, taoïstes, Hmm. sur lesquels on se base en fait pour développer une qualité de présence et une orientation au travail. En gros, ce qu'on dit dans ces principes-là, c'est que le thérapeute sensorimoteur n'est pas spécialement quelqu'un qui va soigner. On n'a pas la prétention de savoir ce qui convient exactement à la personne et on va pas spécialement être l'agent qui traite la blessure. Ouais. Ce qu'on considère, c'est que le thérapeute est un contenant dans lequel la personne va pouvoir activer ses propres capacités de transformation et de guérison. Donc en gros, voilà, moi je suis là, je suis à côté de toi. Ok, je te lâche pas. Je te sécurise. On va faire ça de façon stable et prévisible. Et à l'intérieur de cette sécurité que je te donne, tu vas pouvoir te connecter à quelque chose de difficile. Et tu vas avoir le temps. À l'intérieur de tes propres processus, tes propres manifestations, tu vas avoir le temps de trouver ton propre chemin. Je t'aiderai, je te laisserai pas toute seule, je te ferai des propositions. Ouais. Mais on construira ça ensemble. C'est pas quelque chose que je vais t'imposer. Si j'ai l'impression qu'il y a ce mouvement-là qui a envie de venir, je vais pas lui imposer. Ouais. Je peux lui proposer, tiens, regarde un peu, laisse faire ce mouvement et puis tu regarderas à l'intérieur si c'est un mouvement qui te convient ou pas. Puis on va le modifier jusqu'à ce que ça puisse convenir. Ouais, en fait, vous êtes tuteur de résilience et force de proposition, mais l'autre, en fait, à travers ça, ça lui permet d'apprendre aussi ce qui lui convient et de Oui, reconnecter avec exactement. ses ressources, en fait. Oui, développer un sens de soi à partir de Ça. soi. Ouais. Ouais. Et en rapport avec l'autre. C'est vers là qu'on va. Mm. Ouais, c'est extrêmement important parce que je pense que quand on traverse des choses extrêmement difficiles, on perd ça, en fait. Ouais. Complètement. On se coupe, en fait, de cette partie de soi qui
Qui sait? Mais qui sait? Qui sait? Mais c'est vraiment un des principes, hein, c'est on pense que les je dirais les processus d'auto-régulation, d'auto-organisation, d'auto-guérison sont présents chez tout le monde. C'est juste que parfois les conditions ne sont plus là pour que ça puisse se manifester. Et on recrée ces conditions-là. C'est un peu comme si je prends la métaphore d'une blessure physique, le médecin n'est pas celui qui va guérir la blessure sur la peau. Il va mettre un pansement, il va mettre des points de À prendre suture, mais soin. c'est un système interne de plaquettes, etc., qui va réparer la peau. C'est pas le médecin lui-même qui le fait. Ouais. C'est le même principe, je dirais ici. C'est pas nous qui allons véritablement guérir, mais par contre, on va permettre au processus d'auto-organisation, d'auto-guérison, d'auto-transformation de se manifester et se déployer. Mais on est aussi agent, on considérera jamais que la transformation de la personne est complètement indépendante de soi. Mm. C'est-à-dire que si j'ai trois thérapeutes sensorimoteurs qui font une séance, ça va prendre trois directions différentes. Mais elles seront peut-être toutes les trois vraiment très bonnes en termes de séance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'unique aussi dans la relation qui va faire émerger je dirais, des voies nouvelles euh, qui sont complètement différentes que si c'était quelqu'un d'autre. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que cette relation-là, cette alliance, elle est primordiale et effectivement, Ouais, elle induit aussi beaucoup de choses. Ok, elle est fondamentale. super, Ouais. Mhm. super. Donc moi, j'entends quand même que c'est une méthode qui, pour moi, au départ, j'aurais dit, bah tiens, c'est une méthode qui est essentiellement corporelle. Mais en fait, elle est holistique. Elle est vraiment, Elle est très holistique, oui, tout à fait. ouais. Et elle va vraiment travailler, en fait, c'est pas le terme approprié, mais c'est celui qui me vient, à la fois avec le corps, qui va peut-être être celui qui va parler en premier d'ailleurs, ou en tout cas de façon le plus spontanée, et puis aussi avec les émotions, et puis aussi avec bah, la manière dont on a engrammé certaines choses et dont on peut Ouais, ben, les réengrammer différemment, certainement. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, ça joue avec toutes nos structures, en fait. exactement. On fait passer la transformation à travers toutes nos dimensions, Ouais, c'est ça. toutes les manières qu'on a d'organiser le réel à travers les différentes couches d'organisation corporelle, émotionnelle et cognitive. Mm. Euh, et ce, y compris toutes les dimensions relationnelles. L'idée, c'est que en fait, il y a des méthodes qui sont purement corporelles, mais souvent elles manquent d'intégration au niveau émotionnel et elles manquent d'intégration au niveau des systèmes de sens, de création de sens, je dirais de sens verbal. Ce qui fait qu'en fait, les résultats et les transformations tiennent moins. Mm. En fait, si on crée un changement au niveau de la façon d'organiser les pensées ou d'organiser les émotions, d'organiser le corps, c'est important d'aller faire passer ces transformations sous les autres niveaux d'organisation, de manière à ce que la personne sente la transformation à travers tout ce qu'elle est. Ouais. Ouais, Oui, et oui, c'est qu'elle vraiment puisse alors ça le s'inscrit. transposer dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais, ça s'inscrit. Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour en ce qui concerne la méthode et comment ça se passe concrètement sur le terrain. Si certaines personnes... Alors, déjà, avant même d'aller là, je pense que c'est important de rappeler que c'est une approche qui est ouverte à la formation qu'aux psychologues, hein, c'est ça, et psychothérapeutes. Principalement, oui. Ça dépend des pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes réglementations par rapport à D'accord. ça. Donc il y a des pays où c'est exclusivement psychologues et psychiatres. Il y a d'autres pays, ça peut être ouvert aussi aux psychothérapeutes. Ouais, donc il y a des pays où le titre de psychothérapeute est bien défini. Ou alors ça peut être ouvert à des personnes qui travaillent dans le soin de santé mentale et qui ont des consultations. Mais ce n'est pas une formation qui en soi donne le titre de psychothérapeute. Oui. C'est considéré comme une formation de spécialisation, même si elle est assez longue et assez engageante. Ok. Et si certaines personnes avaient envie d'aller un peu plus loin et de découvrir plus sur cette approche, alors je sais qu'il y a un livre qui est écrit, qui existe, mais le nom m'échappe, Le corps et le trauma, quelque chose comme Le ça. trauma et le corps, oui, c'est ça, Ouais, c'est traduit de book. Oui, c'est de book Trauma et corps et vous tombez dessus de Pat Ogden, Kekuni Minton et Claire Payne. et est-ce qu'il est accessible, en fait, facilement accessible pour les personnes qui auraient envie de s'y plonger?
sans être C'est forcément... assez pro en fait, c'est un langage, je dirais, qui est destiné aux personnes qui travaillent dans le domaine. C'est pas illisible non plus pour ceux qui ne le sont pas. ok. Mais je dis pas, c'est pas typiquement ce genre de bouquin vulgarisé. Vous C'est ça, il voyez? y a pas, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de On livre a, qui vulgarise le sujet pour l'instant, quoi, en tout cas, comme on peut l'avoir sur la théorie polyvagale maintenant, ou ouais, non, on n'a pas vraiment de bouquin qui encore. vulgarise. Il y a un deuxième livre en anglais, ça comprend, je dirais, tout ce qui est attachement, donc c'est trauma, attachement et psychothérapie sensorimotrice. Votre Et il y a un prochain pocket projet. guide. Pardon? Ça peut être votre prochain projet. Voilà, il faudrait peut-être le traduire aussi, ça on y pense. Et il y a un pocket guide aussi, c'est un livre que Pat Ogden a écrit il y a 2 ans, je pense. Et ça inclut aussi toutes les dimensions de justice sociale. Ah, En ok. fait, toute la manière dont le corps s'exprime, les automatismes qu'on peut avoir, tout ce qui est implicite n'est pas seulement lié à nos traumas ou les expériences vécues en famille, c'est lié à la façon dont les systèmes s'organisent dans la société entière. Ouais. C'est une Et perspective un alors, peu. si quelqu'un souhaitait rencontrer un psychologue ou un psychiatre ou un psychothérapeute qui soit formé à cette méthode, est-ce qu'il y a une liste en fait des professionnels qui ont été accrédités, j'ai envie de dire, Oui. qui ont été Alors pour formés? l'instant, dans les pays francophones, on n'est pas en train de former depuis longtemps, donc on est en train de former nos premiers groupes de praticiens certifiés. Donc on a un premier groupe en Suisse, et on va avoir le niveau de certification qui est la troisième année qui va s'organiser ici en Belgique cette année. Donc on aura en Belgique d'ici un an une trentaine de personnes qui seront vraiment certifiées, c'est-à-dire dont on aura vérifié qu'ils appliquent vraiment la méthode telle qu'on l'enseigne. Maintenant, il y a toute une série de personnes qui ont fait leur niveau 1 trauma, le niveau blessure développementale. Ces personnes sont référencées normalement sur le site Oui, sensorimotorpsychotherapy.org, super. mais l'annuaire est très très mal fait. Et peu de gens s'y inscrivent, donc c'est extrêmement incomplet. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que je propose aux personnes d'écrire au centre PEPS. On a une adresse formation et c'est ma collègue Laurence Trutin qui est en charge de répondre aux questions des gens. Quand quelqu'un nous demande, mais tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un du côté de Lyon? Laurence y répond. On aimerait bien créer un annuaire francophone, mais on n'a pas encore l'autorisation de le faire. Tout ça se négocie avec l'Institut aux États-Unis. Mais on n'est pas encore très content de comment on référence les gens. C'est un processus. Oui, c'est un processus, voilà. Voilà. On enseigne, mais il faut se structurer aussi derrière au Ouais. niveau de la communauté. Ouais. Ok, super. Ben, un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous aimeriez rajouter avant qu'on clôture tout doucement? C'est une, c'est- c'est une question difficile, je trouve. Parce qu'il y a D'accord. plein de choses importantes que j'aimerais bien dire. Non, je dirais que Allez-y, hein, prenez le temps, franchement. ce qui me vient, c'est soyez curieux. Et surtout curieux de vous-même. C'est une méthode qui crée ça. Je discutais avec une de mes collègues qui est dans le processus de formation, elle est psychiatre depuis quelques années, et elle me dit, tu sais, je commence à sentir ce que ça veut dire que de m'aimer moi-même. Hmm, Alors, elle me dit, je savais évidemment, hein, j'ai beaucoup entendu parler de ça, et j'étais toujours d'ailleurs un peu méfiante par rapport à ce genre de propos. Mais je commence à sentir ce que ça veut dire pour de vrai. C'est le début qu'elle me dit, hein, mais, mais, mais ça commence, je sens que c'est en chemin. Et je pense que c'est une thérapie qui permet ça, c'est de développer un regard curieux, aimant et je dirais joyeux aussi sur qui on est. Et je dirais que c'est ça un peu le but du jeu, c'est qu'on soit joyeux d'être qui on est. Enfin, tout ça, simplement. c'est une belle façon C'est pourquoi je travaille. de clôturer parce que je pense que c'est la quête de beaucoup de gens Voilà, en tout même à temps. fait. Hein. Eh ben, un grand, grand merci, Raphaël. Et puis ben, peut-être Merci aussi. à une autre fois, lors d'une autre interview, qui sait.